All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience. Madame greffière de l'audience veut annoncer l'affaire. Good morning, madame. La greffière d'audience. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Il s'agit de la situation en République des Philippines en l'affaire le procureur contre Rodrigo Roa Duterte, référence à l'affaire ICC 0121 0125 et au fin du compte-rendu, je précise que nous sommes en audience publique. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux parties et aux participants de se présenter, en commençant avec le monsieur le procureur adjoint. Puis-je vous demander de vous présenter, monsieur le procureur, et de me confirmer si la liste de vos collaborateurs que j'ai reçus avant l'audience est exacte. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, Maman Ndiaye Niang, procureur adjoint. J'ai à mes côtés M. James Miriti, case manager, M. Julian Nichols, senior trial lawyer, et derrière j'ai M. Edouard Jeremy, trial lawyer, Madame Robin Croft, trial lawyer, Madame Maria Berdenikova, trial lawyer, et enfin Anna Allen, associate trial lawyer. Voilà ce qui fait notre équipe aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, monsieur le procureur adjoint. Avant de passer à la défense, je note que monsieur Duterte n'est pas présent dans la salle d'audience. En effet, le 20 février 2026, la Chambre a fait droit à une requête de M. Duterte au fond des renonciations au droit d'être présent à l'audience, conformément à l'article 61.2a du Statut de Rome et à la règle 124 du règlement de procédure et de preuve. Dans cette décision numéro 387, la Chambre a conclu que les conditions contenues dans les dispositions étaient remplies, notamment quant au fait que M. Duterte sait qu'il a le droit d'être présent à l'audience de confirmation des charges et connaît les conséquences de sa renonciation à ce droit. Le conseil de M. Duterte est toutefois présent pour le représenter. Maître, pouvez-vous vous présenter et me confirmer que la liste de vos collaborateurs que j'ai reçus avant l'audience est exacte? Good morning, Madam President. Maître Kaufmann, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. En effet, la liste que vous avez reçue est bien à jour. Permettez-moi de présenter mon équipe. À ma gauche se trouve le docteur Dov Jacobs. À ma droite, Madame Havnit Sethi. À côté d'elle, Maître Alexandre Desedavi. Derrière lui, l'avocat David Rankati. À côté de lui, Maître Sandrine de Sena. Et nos deux collaborateurs, Nicolas Rousseau et Kaylin Chen. Et avec votre permission, Madame la Présidente, j'aimerais présenter les avocats philippins qui nous soutiennent aujourd'hui. Maître Salvador Mediader, que vous connaissez parce qu'il était là lors de la comparution initiale. Martine Delgra, avocate.
Sylvestre Bello, avocat, Alfredo Lim, avocat, César Doulay, avocat, et Salvador Panera, avocat. Merci. J'invite désormais les représentants légaux des victimes à se présenter et à me confirmer la liste de vos collaborateurs que j'ai reçue avant l'audience est exacte. Thank you, Madam. Maître Massida, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges, bonjour à tous. Les victimes participant à cette procédure sont aujourd'hui représentées par Monsieur Joël Boutouyan, Monsieur Gilbert Andrés, moi-même, Paulina Massida, et je confirme la liste de juristes et de nos collaborateurs qui a été communiquée à la greffière d'audience. Merci beaucoup. Maître Massida. Merci. Quant à la Chambre, à ma droite, j'ai la juge Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou et à ma gauche, la juge Maria del Socorro Flores Sierra. Je m'appelle Yulia Antoinella Motok. Je m'appelle Yulia Antoinella Motok et je suis la juge présidente de la Chambre préliminaire 1 de la Cour. La présence audience est relative à la confirmation des charges portées par l'accusation à l'encontre de M. Duterte. À ce stade de la procédure préliminaire, l'accusation alléguée du fait que M. Duterte est responsable des crimes dont la greffière d'audience nous fera la lecture par la suite. La Chambre ne prendra pas de décision sur la culpabilité ou l'innocence de M. Duterte lors de cette audience. En effet, le rôle de la Chambre est de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour considérer qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Duterte a commis des crimes qui lui sont reprochés. Si toute ou partie des charges sont confirmées, la Chambre renverra l'affaire en procès où la Chambre de première instance va décider de l'innocence ou la culpabilité de M. Duterte. Les principes généraux qui s'appliquent à l'audience sont les suivants. Conformément à l'article 66 du statut de Rome, le suspect est considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée devant la Cour. Le fardeau de la preuve repose sur l'accusation qui doit fournir suffisamment d'éléments de preuve pour prouver les charges qui sont reprochées à M. Duterte au standard de preuves requis qui figure à l'article 61, paragraphe 7 du statut de Rome. Enfin, pour la défense, le suspect bénéficie de tous les droits figurant à l'article 61, paragraphe 6 et 67 du statut de Rome. L'audience se déroula conformément au calendrier contenu dans l'ordonnance en date de 26 janvier 2026, document numéro 359. Les parties et les participants doivent veiller à respecter le temps de parole imparti dans cette ordonnance. Je rappelle aux parties et participants que les observations orales doivent être concises et la répétition des arguments déjà présentés doivent être évitées. De plus, afin de faciliter le travail des interprètes et assurer une meilleure transcription des débats, veuillez vous assurer que le micro soit allumé à chaque prise de parole et que vous parlez lentement en marquant des pauses entre chaque phrase. En règle générale, l'audience est publique et les parties et participants s'abstiennent de mentionner le nom des victimes et des témoins.
faisant référence uniquement à leur pseudonyme ou à leur code, afin d'assurer la non-divulgation d'informations confidentielles, notamment concernant les victimes et les témoins. Les parties et participants vont indiquer clairement si leurs soumissions peuvent être présentées publiquement ou il est estimé nécessaire de passer à huis clos partiel, notamment lorsqu'il fait référence aux éléments de preuve. Les parties participants vont indiquer clairement lorsqu'il est nécessaire de rester à huis clos partiel. Avec ces règles en place, nous pouvons désormais procéder à la lecture des charges sous forme de version abrégée du document de l'accusation indiquant les charges à l'encontre de M. Duterte, dont la version complète est disponible publiquement sur le site Internet de la Cour. La défense n'a pas soulevé des objections à cet égard. Je rappelle au public que les charges dont il va faire lecture dans quelques secondes constituent des allégations soulevées par l'accusation que la Chambre va analyser avant de décider si les éléments de preuve présentés par l'accusation sont suffisants pour les confirmer. Madame la greffière d'audience veut présenter à la lecture des charges. La greffière d'audience. L'accusation impute à Rodrigo Roa Duterte 2 chefs de meurtre et 1 chef de meurtre et tentative de meurtre constitutifs de crimes contre l'humanité commis entre 2013 et environ juin 2016 et entre juillet 2016 environ et septembre 2018 en République des Philippines, comme il suit. Chef 1. Meurtre de 19 personnes présumées être des criminels, dont 3 enfants. Crime commis dans la ville de Davao et ses environs aux Philippines entre 2013 et juin 2016 environ par des membres de l'escadron de la mort de Davao lorsque Duterte était maire de la ville de Davao au sens de l'article 7.1a du statut de Rome. Chef 2. Meurtre de 14 personnes qualifiées de cibles de grande valeur en raison de leur criminalité présumée, commis à divers endroits des Philippines entre juillet 2016 environ et juillet 2017, par un réseau d'auteurs comprenant des acteurs étatiques et des tiers, appelé le Réseau national, lorsque Duterte était président des Philippines, au sens de l'article 7.1a du statut de Rome. Et chef numéro 3, meurtre et tentative de meurtre de 45 personnes, à savoir 43 meurtres et 2 tentatives de meurtre, présumés être des criminels, dont 3 enfants, lesquels ont été prises pour cible lors d'opérations de nettoyage des barangays menées à divers endroits des Philippines entre environ juillet 2016 et septembre 2018 par des membres du réseau national, alors que Duterte était président des Philippines au sens de l'article 7.1a du statut de Rome et l'article 25.3f, s'agissant de la tentative de meurtre. L'accusation allègue que Duterte est pénalement responsable à titre individuel de tous les 3 chefs d'accusation subventionnés sous les formes suivantes. D'abord, en tant que coauteur indirect en application de l'article 25.3a du statut de Rome. Au moins entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2019, Duterte et ses coauteurs ont adhéré à un plan commun visant à neutraliser les criminels présumés aux Philippines
y compris les personnes perçues comme étant ou présumées être associées à la consommation, la vente ou la production de drogue, par le biais de crimes violents, notamment le meurtre. Duterte et ses co-auteurs ont mis en œuvre ce plan commun grâce à des structures organisées sur le plan hiérarchique, à savoir la police de la ville de Davao et l'escadron de la mort de Davao, puis le réseau national. Dans le cadre du plan commun, Duterte a apporté une contribution essentielle aux crimes visés au chef 1 à 3. En petit a, concevant et diffusant la politique visant à neutraliser les criminels présumés, tant en qualité de maire de la ville de Davao que pendant sa campagne présidentielle et son mandat de président, notamment en approuvant la campagne antidrogue illégale baptisée Double Barrel ou Double Canon. B. En créant et en supervisant l'escadron de la mort de Davao DDS. C. En donnant des instructions de commettre des actes violents, y compris des meurtres, à l'encontre de criminels présumés, notamment des trafiquants et consommateurs de drogue présumés. D. En fournissant du personnel et d'autres ressources logistiques nécessaires, telles que les armes, y compris celles qui devaient servir à l'exécution des crimes. E. En nommant des personnes clés à des postes essentiels pour l'exécution des crimes. F. En accordant des incitations financières et des promotions aux agents de police et aux tueurs à gages afin qu'ils éliminent les criminels présumés. G. En créant et en maintenant un système où les auteurs savaient qu'ils seraient protégés, grâce notamment aux promesses qu'il a tenues de leur garantir l'immunité contre les enquêtes et les poursuites. H. En faisant des déclarations publiques dans lesquelles il autorisait, cautionnait et encourageait le meurtre de criminels présumés, tant en sa qualité de maire de la ville de Davao et que de président des Philippines. I. En autorisant les acteurs étatiques à participer à la campagne antidrogue et en révoquant temporairement cette autorisation, notamment pour calmer l'indignation publique. J. En citant publiquement les noms de personnes figurant sur les listes de criminels présumés et en présentant des tableaux créés à partir de ces listes, y compris les noms de soi-disant cibles de grande valeur dont certains ont été tués par la suite. À titre subsidiaire, M. Duterte aurait commis donc des crimes, aurait ordonné ou encouragé la commission des crimes reprochés en vertu de l'article 25.3b du Statut de Rome et en apportant son aide et son concours à la commission de ces crimes en vertu de l'article 25.3b du Statut de Rome. Merci, Madame la greffière. Concernant les observations prévues à la règle 123, paragraphe 3 du règlement de procédure et des preuves, la Chambre note que la défense a soumis plusieurs observations écrites, dont notamment les dernières le 16 février 2026, auxquelles l'accusation et les représentants légaux des victimes ont répondu respectivement le 17 et le 18 février 2026. En date de 20 février 2026, la Chambre a rejeté dans une décision publique les objections de la défense. En précisant que la défense et l'accusation ne peuvent pas répéter les mêmes arguments tels que déjà été présentés dans les plusieurs écritures qu'ils ont déposées pendant le procès jusqu'à maintenant, je demande aux parties si elles souhaitent faire des remarques orales sur le point avant de passer aux déclarations liminaires. Monsieur le procureur adjoint. Nous n'avons aucune déclaration à faire préliminaire. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le procureur adjoint. Maître? Maître Kaufmann, Madame la Présidente, nous n'avons pas d'observation.
Donc, on peut maintenant passer à la phase de questions, déclarations liminaires. La parole est maintenant à l'accusation, Monsieur le procureur adjoint. Madame la Présidente, Le procureur adjoint. Madame la Présidente, Mesdames les juges, Mesdames et Messieurs qui suivent cette procédure dans la salle d'audience et à l'extérieur, et plus particulièrement ceux et celles qui sont aux Philippines et qui nous suivent. Aujourd'hui marque une journée importante pour la justice internationale pénale, pour le peuple philippin, pour les victimes et pour notre cour. Le début de l'audience de confirmation des charges à l'encontre de M. Rodrigo Roa Duterte est un rappel de l'engagement indéfectible de la Cour par rapport à sa mission de diligenter des enquêtes et de poursuivre les personnes ayant commis les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale et de donner justice à des milliers de justices de crimes de masse et d'atrocités perpétrés aux Philippines. C'est également un rappel que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas au-dessus de la loi. Madame la Présidente, Mesdames les juges, au cours des 20 prochaines minutes à peu près, je vais vous donner un aperçu des éléments de preuve que nous avons l'intention de présenter dans cette affaire qui tendront à démontrer que M. Duterte a engagé sa responsabilité personnelle pour les crimes qui lui sont reprochés. Et mon équipe développera des éléments de ces preuves de façon plus détaillée. L'affaire qui nous intéresse, l'affaire dont vous aurez à connaître, est devant vous aujourd'hui parce qu'il existe des motifs substantiels de croire que Duterte a engagé sa responsabilité pénale individuelle s'agissant de ces 3 chefs de meurtre qui ont été annoncés il y a quelques instants par la greffière d'audience. Crimes constitutifs de crimes contre l'humanité. Ces crimes qui lui sont reprochés ont été commis pendant une période où la Cour avait une compétence temporelle, à savoir entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2019. A priori, ces crimes ont été commis à Davao, autour de cette ville où Duterte était maire. Ensuite, le territoire où ces crimes ont été commis a été élargi pour le reste des Philippines lorsqu'il est devenu président. Duterte doit répondre de crimes relatifs à 49 incidents de meurtre et de tentatives de meurtre à l'encontre de 78 victimes, y compris des enfants. Ces meurtres et tentatives de meurtre s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique qui a eu pour résultat final le meurtre de milliers de civils partout dans le pays pendant la période de charges. Ainsi, les incidents visés par les charges ne sont qu'une fraction infime de la criminalité globale qui a découlé de la soi-disant guerre contre la drogue lancée par Duterte. Quelles sont les contributions principales de Duterte? Madame la Présidente, Mesdames les juges, Duterte a joué un rôle central dans la commission des crimes qui lui sont reprochés. Son contribution était essentielle, puisqu'il était au cœur même du plan commun visant à, pour le citer, neutraliser des criminels présumés aux Philippines, notamment au moyen des meurtres. Les victimes comprenaient des personnes associées ou perçues comme étant associées à la drogue. Une des premières choses que Duterte a faites en devenant maire
de la ville de Davao back in 1988 en 1988 déjà was to create était de créer Davao, le tristement célèbre escadron de la mort de Davao, qu'on appelle communément le DDS. as you will have seen Comme vous l'aurez from the prosecution pre-confirmation brief, constaté à la lecture du mémoire préliminaire de l'accusation, Duterte personally instructed a donné des instructions squad members personnellement aux membres de l'escadron de la mort, leur précisant que leur mission était de tuer criminals les criminels suspected, ainsi que les criminels including présumés, users y compris les consommateurs de drogue et les dealers, referred to qu'il appelait également drug pushers. des passeurs ou des dealers. Squads Les escadrons de la mort ont exécuté cette mission, to the charge period et ce jusque pendant la période visée par les charges entre 2011 et 2016. perpetrating Ils ont perpétré les crimes qui sont visés par le chef d'accusation numéro 1. Your Honors, Mesdames les juges, Mr. Duterte's criminal le plan criminel and his intent et son intention criminelle, l'intention criminelle de Duterte n'était un secret pour personne. Non seulement il les a partagés avec ses co-auteurs et les membres de l'escadron de la mort, abundant mais il clear to the general l'a dit sans embâche, de façon on ne peut plus claire au grand public, dans le cadre de déclarations publiques time and again. nombreuses qu'il a faites à maintes reprises. During his presidency, Lors de sa campagne présidentielle, Mr. Duterte explicitly vowed a promis explicitement de mettre en œuvre le plan commun visant à neutraliser alleged les criminels nationwide présumés à l'échelle de la nation s'il était élu. C'était son programme, donc il voulait être élu pour cela. Ainsi, il a publiquement annoncé son intention eradicate d'éradiquer la corruption, la criminalité and drugs et la drogue in 3 to 6 months. dans un intervalle de 3 à 6 mois. Et voici ce qu'il a dit, et je cite. If I become the president, Si je suis élu président, order the military je donnerai l'ordre à l'armée et à la police hunt down de drug lords, pourchasser les the big ones, trafiquants de drogue, les grands caïds, et de les tuer. C'est ce qu'il a dit. This can be found at Je vous renvoie tab 12 of the prosecution. à l'onglet numéro 12 de la liste de pièces de l'accusation. De la même manière, About en parlant druggies, des drogués, des toxicomanes, televised lors d'une interview télévisée en 2015, this is again what he said. voici ce qu'il a dit, je cite à nouveau. If I become, Si je suis élu président, you will all get, vous serez tous éliminés. I will order your Je donnerai execution l'ordre qu'on vous exécute 24 hours. en 24 heures. C'est ce qu'il a dit. Je cite directement ce qu'il avait dit. Can be found Et je vous renvoie à l'onglet numéro 19 of the prosecution de, list of de la liste de pièces de l'accusation, MRN dont la référence RN est PHL-OTP- 4x0363, 003 and line, these are the lines 82, lignes 83. 82 et 83. And elected he was. Et il a été élu. And becoming president Et en devenant président, on 13th of June le 30 juin 2016, this provided him il a the opportunity ainsi eu la possibilité de donner suite à sa promesse and to expand extrajudicial killings et d'élargir le champ des assassinats extrajudiciaires de criminels présumés au-delà de Davao Philippines. pour l'étendre au reste des Philippines. This Il l'a the fait implementation en mettant en œuvre of the national la anti-illegal campagne drug campaign antidrogue illégale nationale connue as war communément comme la guerre contre la drogue de Duterte. Et son projet Double Barrel, double canon, these were carried out by the national network cette campagne a été menée par le réseau national enforcement personnel comportant du personnel des forces de l'ordre, travaillant de concert avec des agents qui n'appartiennent pas à la police et des tueurs à gages. authorized murder Duterte a autorisé le meurtre personally selected et a personnellement choisi certaines des cibles. during the mayoral
Pendant sa mandature de maire, il fallait obtenir son approbation pour que le DDS exécute des personnes et commette des crimes. Essentiellement, les membres de l'escadron DDS avaient besoin du feu vert de Duterte pour commettre des meurtres. Et pendant son mandat de président, M. Duterte a continué à identifier personnellement certaines des cibles, y compris en nommant publiquement ceux dont il disait qu'ils étaient impliqués dans le commerce illicite de la drogue ou dans d'autres formes de criminalité. De même, il a identifié lui-même des cibles en montrant une liste contenant leur nom. Si votre nom figure sur la liste, vous serez tué. Je cite un des témoins de l'accusation. Je vous renvoie à l'onglet numéro 54 de la liste de pièces de l'accusation, dont la référence RN est PHL-OTP-3x015486 à la page 0009 et les lignes pertinentes sont les lignes 260 à 261. Duterte a apporté un soutien moral et financier aux auteurs directs également. Lors d'un discours prononcé le 12 décembre 2016, Duterte a admis qu'il avait l'habitude de se promener autour de Davao en mobilette à la recherche de problèmes afin qu'il puisse tuer quelqu'un. Et je le cite à nouveau, il disait « À Davao, j'avais l'habitude de le faire personnellement, ne serait-ce que pour montrer à ces mecs que si moi je peux le faire, pourquoi vous ne pourriez pas le faire vous ?» C'est lui-même que je cite ici, et je vous renvoie à l'onglet numéro 16.1 de la liste de pièces de l'accusation, qui correspond à la référence ERN PHL OTP 0000155 à la page 0002, lignes 7 et 8. Les éléments de preuve montrent que le bureau de maire de la ville de Davao, administré par Duterte, versait régulièrement à des membres du DDS un salaire. Des récompenses financières ont également été accordées aux auteurs directs sous forme de primes par tête pour les meurtres. À une conférence de presse tenue en 2013, M. Duterte a déclaré que les ordres de tirer pour tuer et les récompenses sont, je cite, des outils légitimes que le gouvernement utilise pour lutter contre l'anarchie. Ce sont là ses propres termes. Si on me le livre mort ou sa carcasse ou sa dépouille, alors je doublerai la mise. Voilà ce qu'il disait en se vantant. Donc, cette citation peut se trouver à l'onglet 17 de l'inventaire des éléments de preuve de l'accusation, référence PHL-OTP-0000354, lignes 7 à 11. Les décès des personnalités du milieu de la drogue tués lors d'opérations antidrogue ont été approuvés par l'administration de M. Duterte et présentés comme des réalisations officielles dans les rapports publics. Honorable juge, comme vous l'aurez vu dans notre mémoire de préconfirmation, M. Duterte a également fourni aux auteurs directs des armes, des munitions et un appui logistique pour faciliter la commission
des crimes reprochés. Et il exerçait également un contrôle effectif sur ces crimes. Et je vais maintenant m'étendre sur le contrôle exercé. En tant que maire de Davao et par la suite président de la République, M. Duterte exerçait une influence en dernier ressort et une autorité ultime sur les auteurs matériels de ces crimes. En qualité de maire, chef de l'exécutif de la municipalité de Davao, chargé d'exercer une supervision et un contrôle sur toutes ces activités, il exerçait donc une supervision et un contrôle opérationnel sur les unités de la police nationale à Davao. En tant que fondateur et chef du DDS, l'escadron de la mort de Davao, il exerçait un contrôle de facto sur les membres de l'escadron de la mort. Lorsque M. Duterte est devenu président le 30 juin 2016, il siégeait au sommet même de la structure de pouvoir politique aux Philippines. Il est devenu chef de l'État, chef de gouvernement et commandant en chef de toutes les forces armées des Philippines. Il est aussi devenu le chef des forces de police du pays. Ce degré d'autorité lui a permis d'exercer un contrôle de jure et de facto sur ceux qui mettaient en œuvre le plan commun à l'échelle nationale. Le contrôle exercé par M. Duterte sur les crimes ressort également de sa capacité à interrompre la commission des crimes lorsqu'il le voulait. Tel que cela est exposé dans notre mémoire de préconfirmation, il a réussi à suspendre les opérations antidrogue illégales à 2 reprises à la suite de l'indignation publique suscitée par des meurtres ayant défrayé la chronique. Durant ces 2 suspensions, le nombre de meurtres signalés a sensiblement diminué, ce qui montre qu'il exerçait un contrôle. Lorsqu'il demande aux gens d'agir, ils le font. S'il leur demande de réfréner leurs ardeurs, il le faisait également. Donc, M. Duterte était bien conscient de l'autorité qu'il exerçait sur les auteurs. Dans un discours prononcé au Bureau national d'enquête en novembre 2016, il a expressément reconnu sa position de pouvoir. Et voici ce qu'il a déclaré. Pour l'armée, je suis le commandant en chef. Pour les civils, je suis le chef exécutif du gouvernement. Et parlant de la police, voici ce qu'il a déclaré. Ils sont mes subordonnés et je suis responsable en dernier ressort de leurs actes. C'est une citation que vous retrouverez à l'onglet 131.1.2 de l'inventaire de preuves de l'accusation, code PHL-OTP-000 8945.3, lignes 1 à 31 et 4 à 34. Les auteurs directs obéissaient aux ordres de Duterte et respectaient son autorité. M. Duterte était respecté par les auteurs matériels. Il était craint et ses ordres et ses instructions étaient suivis. Un témoin de l'intérieur, un témoin privilégié, a dit explicitement que la police a tué, et je cite, à cause des directives du président. C'est ce qu'a dit un témoin de l'intérieur. Cette citation, vous la retrouverez à l'onglet 120 de l'inventaire des preuves de l'accusation, PHL-OTP-000 88 631-R01 à 0066, ligne 2304 à 2306.
Cette déclaration est corroborée par d'autres que nous avons également produites. Certains auteurs directs ont obéi en raison de leur loyauté aveugle envers M. Duterte. Certains l'ont dit, certains l'ont fait par crainte et d'autres ont été encouragés à obéir à cause des promesses d'argent et des récompenses. Pour certains, le meurtre est devenu une forme de compétition perverse avec des efforts déployés pour atteindre des quotas d'exécution, ce qui, par ricochet, entraînerait des promotions et des récompenses. D'autres estimaient n'avoir d'autre choix que d'obéir. Et un témoin de l'intérieur, un initié, a expliqué que c'était tout simplement impossible de ne pas obéir aux ordres de M. Duterte. Cet élément de preuve provient d'un témoin de l'intérieur et je vous renvoie à l'onglet 51, PHL-OTP-000154003, page 0008 à 0009, ligne 240 à 245. Les auteurs directs étaient davantage encouragés à commettre les crimes en raison des promesses faites à plusieurs reprises par Duterte de leur accorder l'immunité. Dans diverses déclarations publiques, M. Duterte a juré de protéger les agents de police impliqués dans les meurtres. Et voici ce qu'il a dit, je cite, « Tant que la Constitution consacre le pouvoir d'accorder la grâce, ce sera mon arme contre le crime. Donc, si vous massacrez 100 personnes et que vous êtes 100, alors vous serez tous graciés. Vos droits politiques et civils seront tous restaurés, avec même une promotion à la clé. C'est comme ça. Surtout s'il s'agit de personnalités. Cette citation, vous pouvez la trouver à l'onglet 130 de l'inventaire des preuves de l'accusation, code PHL-OTP-000-89322, page traduction PHL-OTP 0000336 à 0010. De telles déclarations rassuraient les auteurs physiques ou les auteurs matériels. Donc, un témoin de l'intérieur a dit qu'il se sentait confiant à continuer à tuer parce qu'il savait qu'il ne serait pas arrêté pour cela. Vous pouvez retrouver cette citation à l'onglet 38, PHL-OTP 0001-2779, page 0005. Les lignes pertinentes sont 130 à 131. Madame la Présidente, Mesdames les juges, permettez-moi de dire quelques mots au sujet des éléments contextuels. Les 78 meurtres et tentatives de meurtre reprochés à M. Duterte, en l'espèce, n'étaient pas du tout des actes fortuits. Ce n'étaient pas des crimes fortuits, ni spontanés, ni des actes isolés. Au contraire, les éléments de preuve démontrent que ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile des Philippines. Les meurtres et tentatives de meurtre ont été perpétrés dans tout le territoire des Philippines et sur une longue période de temps. Dans l'ensemble, la soi-disant guerre contre la drogue de Duterte a entraîné
la mort de milliers de civils du 1er novembre 2011 au 16 mars 2019. Et bon nombre de ces victimes, excusez-moi, vous avez 5 minutes qui vous restent. Merci. Bon nombre de ces victimes étaient des enfants. Les victimes d'exécutions extrajudiciaires imputées en l'espèce ont été brutalement assassinées, certains ayant été enlevés et maltraités. Contrairement à M. Duterte, représenté ici aujourd'hui par son avocat, ces victimes n'ont eu droit à aucune forme de procès. La perte de chacune de ces victimes a eu un profond impact sur leur famille, leurs amis et au final sur leur communauté. Leur souffrance a été accueillie non seulement par l'indifférence de M. Duterte, mais également par ses moqueries. Dans un discours prononcé le 25 juillet 2016, il s'est ouvertement moqué de la photo emblématique montrant la partenaire d'une victime d'exécution extrajudiciaire qui berçait le corps de son partenaire assassiné. Et c'est ce que vous voyez à présent sur nos écrans. Si cet incident précis décrit sur cette photo ne fait pas l'objet de charges en l'espèce, le commentaire qu'en a fait M. Duterte démontre son attitude envers les victimes. Donc, parlant de cette photo, ou en référence à cette photo, voici ce qu'a dit M. Duterte. À ceux d'entre vous qui êtes encore sobres, vous qui n'avez pas encore essayé les drogues illicites, si vous ne voulez pas mourir ou souffrir, ne comptez pas sur les prêtres, y compris les défenseurs des droits de l'homme. Ils ne seront pas en mesure d'empêcher les décès, alors ne le faites pas. Et puis vous voilà, étalé au sol, et vous êtes présenté dans un grand journal comme la Vierge Marie berçant le cadavre sans vie de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils sont, toujours à créer des drames ici. Voilà ce qu'il a dit. Cette citation, vous la retrouverez à l'onglet 128. Liste des éléments de preuve du procureur PHL-OTP-000 8946, page 0008. Et bien sûr, la question de la connaissance et de l'intention de M. Duterte va de soi. Madame la Présidente, M. Duterte savait que les crimes reprochés étaient commis ou qu'ils surviendraient dans le cours normal des événements qu'il avait mis en place et mis en branle et entendait qu'il en soit ainsi. Son intention et sa connaissance sont démontrées par les multiples déclarations qu'il a faites tout au long de son mandat de maire et tout au long de sa présidence, lorsqu'il a fait des promesses de réduire le crime en éliminant les criminels présumés, lorsqu'il a fait la promotion du plan commun, lorsqu'il a exhorté la police et les membres, et même les membres du public, à tuer les criminels présumés, comme exposé en détail dans le mémoire de préconfirmation et comme vous l'entendrez au cours des présentations de mes collègues, M. Duterte a fait des déclarations dans lesquelles il reconnaissait directement les allégations d'exécution extrajudiciaire perpétrées par ses subordonnés et a émis des ordres écrits qui montrent qu'il était au courant qu'ils avaient commis des crimes. Madame la Présidente, l'accusation se fonde sur des sources d'éléments de preuve diverses et importantes pour démontrer qu'il existe des motifs substantiels de croire que M. Duterte est responsable, est pénalement responsable des crimes dont il est reproché en l'espèce. Au nombre de ces éléments de preuve, on peut citer les déclarations de témoins, plusieurs déclarations de témoins, y compris des témoins de l'intérieur, de nombreux discours prononcés par Duterte, les déclarations de ses co-auteurs, les ordres qu'il a donnés et bien sûr d'autres documents qu'il a signés de sa main.
L'accusation s'appuie également sur des documents officiels du gouvernement, y compris des documents provenant de la police nationale philippine. L'accusation se fonde sur les listes de surveillance des personnes associées aux activités de drogue illicite, sur des documents audio-vidéo, sur des preuves médico-légales et financières. Madame la Présidente, lors de la prochaine présentation, mes collègues développeront plus en détail certains de ces éléments de preuve. Maître Nichols fera une présentation sur les antécédents personnels ou la situation personnelle de M. Duterte, suivi par un aperçu de la preuve démontrant la responsabilité de Duterte pour les crimes visés au chef 1. Cela sera suivi de la présentation de M. Jérémy, qui parlera des éléments de preuve démontrant la responsabilité de Duterte en tant que président pour les crimes visés au chef 2 et 3. Et Mme Croft, à ma droite, présentera les éléments contextuels des crimes contre l'humanité et les modes de responsabilité, par le truchement desquels la responsabilité de M. Duterte est engagée, et pour les crimes allégués en l'espèce. Pour conclure, Madame la Présidente, Mesdames les juges, si la Cour de Sion ne peut réunir les victimes avec leurs proches, elle peut néanmoins contribuer à la manifestation de la vérité sur ce qui leur est arrivé et à apporter un sentiment de justice aux victimes. Les charges dont vous êtes saisis aujourd'hui sont graves et les éléments de preuve soumis exige que ces charges soient confirmées. M. Duterte doit répondre de ses actes et ces charges devraient être confirmées au fin du procès. Merci. Je vais donner la parole par la suite aux représentants des victimes pour les déclarations liminaires jusqu'à 11 h quand on prendra la pause et vous allez continuer après. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames les juges, en guise de déclaration liminaire, nous transmettons ici les vues et préoccupations des 497 victimes autorisées à participer à la présente procédure. D'emblée, Madame la Présidente, nous aimerions communiquer la très profonde déception des victimes face à la décision d'autoriser M. Duterte à ne pas assister à ce stade, à cette audience de confirmation des charges. Voir M. Duterte écouter la lecture des charges et être confronté aux charges graves et horribles portées contre lui aurait constitué une composante vitale de la justice pour les victimes. Cette affaire, qui représente symboliquement le dernier bateau sur lequel les victimes peuvent embarquer pour aller en quête de la justice pour leurs proches qui ont été brutalement exécutés sur les ordres de Duterte. Et si cette Chambre empêche le bateau de lever les voiles en ne confirmant pas les charges, les victimes seront amarrées à jamais à une île où les nuits seront remplies de pleurs et de cris de leurs proches. Il n'y a absolument aucun recours pour les victimes. L'ancien ministre de la Justice, Crispin Remola, a admis il y a quelques mois à peine que la porte de la justice nationale est définitivement fermée pour les victimes des exécutions extrajudiciaires de Duterte. Remola a déclaré, je cite, « Il est difficile de prouver les faits ici et de monter un dossier parce que ceux-là même qui doivent témoigner sont eux-mêmes impliqués dans les crimes. Il n'y a rien, pas même un rapport de la police. Nous n'avons pas de scène de crime, nous n'avons pas de balistique, nous n'avons pas d'ADN. » M. Remoula a poursuivi en disant « Tout ce qui pouvait être effacé l'a été pour que cette affaire ne puisse être jugée. Et c'est pour cela qu'elle a été portée devant la CPI. »
Dans le cadre de la justice philippine, aucune affaire pénale ne peut être portée devant les tribunaux à moins qu'elle ne soit initiée ou introduite par le ministère de la Justice ou le bureau du médiateur. En tant qu'ancien ministre de la Justice, Remoula a été nommé en tant que médiateur. Ainsi, les deux postes de gardien de la justice ont été successivement occupés par un haut responsable qui a déclaré qu'il n'y a absolument aucun espoir de justice pour les victimes au niveau national. Si les charges ne sont pas confirmées, en l'espèce, l'une des préoccupations les plus graves des victimes sera que M. Duterte rentrera aux Philippines en héros conquérant et il recommencera à prêcher son évangile de l'impunité. En fait, M. Duterte pourrait menacer de donner un camouflet au juge de la présente cour, comme il a fait quand il était président, et la Chambre pourrait imaginer le type de terreur le type de menace empreinte de terreur, d'actes violents auxquels il pourrait facilement faire recours contre les victimes si M. Duterte était libéré par la Cour. Si les charges ne sont pas confirmées, les victimes seraient gravement préoccupées par le fait que M. Duterte serait présenté par l'histoire, par ses multiples partisans, comme le dirigeant qui a vaincu la CPI et qui a débarrassé son pays de 30 000 violeurs, meurtriers, criminels dangereux. Ce sont là les termes méprisants qu'il a généralement utilisés contre tous ceux qui ont été tués dans sa folie meurtrière. Madame la Présidente, M. Duterte est en détention ici à La Haye depuis près d'1 an maintenant, mais les victimes n'ont connu ni paix ni repos depuis que leurs proches ont été exécutés, et ce jusqu'à l'heure actuelle. Ils ont vécu dans une crainte constante pour leur vie. L'arrestation et la détention de M. Duterte n'a pas mis fin à l'impunité aux Philippines. Le virus de l'impunité qu'il a propagé dans l'ensemble du pays est devenu un cancer qui s'est métastasé et qui a infecté des millions de Philippins. M. Duterte s'est créé des clones de lui-même. Il a converti des millions de citoyens épris de paix en disciples assoiffés de sang qui sont désormais convaincus que la violence et les meurtres sont des solutions valables pour répondre aux problèmes sociaux. Les exécutions orchestrées par M. Duterte continuent d'avoir des conséquences pour les victimes à ce jour en raison de ces clones. Ces mini-Duterte harassent, menacent ou commettent des actes de violence flagrants contre les victimes et leurs familles. Comme illustré par le nombre de victimes participant à la présente procédure, bon nombre craignent encore de se manifester et de venir raconter comment leur vie est devenue un véritable enfer du fait des crimes commis par Duterte. Ils vivent dans la crainte constante d'être pris pour cible par les fanatiques de M. Duterte et de subir des violences. Bon nombre de victimes hésitent à participer à cette procédure en la présente espèce, car ils vivent dans des communautés qui prospèrent grâce aux clones de Duterte. Ils voient les allées de pouvoir de leur pays qui grouillent des disciples de Duterte. Ils voient et entendent des sénateurs, des députés, des maires, des gouverneurs, des personnalités publiques puissantes qui sont des mini-Duterte. La fille de M. Duterte est vice-présidente et elle a déclaré récemment qu'elle briguerait la présidence en 2028. Un fils de Duterte est député, un autre maire de la ville de Davao et ses petits-enfants occupent des postes de pouvoir. Le fléau de l'impunité s'est répandu, s'est propagé, non seulement chez les Philippins des Philippines, mais également chez les Philippins dans les pays lointains comme ici à La Haye. Lorsque nous avons dit aux victimes que nous, leurs représentants légaux externes, il est 11 heures, maître. Désolé de vous interrompre, mais il est 11 heures. Lorsque nous avons dit aux victimes que nous, les représentants externes,
les représentants juridiques externes nous sentons comme des fugitifs qui évitent leurs propres compatriotes ici à La Haye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Maintenant, on va prendre une pause de demi-heure comme c'est prévu dans la calendrier et vous allez reprendre vos déclarations après la pause à 11h30. Ça sont les règles du calendrier qui ont été fixées par la décision 359, paragraphe 18. Merci beaucoup, maître. Une pause de demi-heure, on se voit à 11h30. Merci beaucoup. All rise, veuillez vous lever.